Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin l'audition d'Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif a été entendu hier par les sénateurs de la Commission des affaires économiques, présidée par le sénateur socialiste Daniel Raoul. Retour donc à cette audition qui a eu lieu hier après-midi au Sénat. Monsieur le ministre, tout d'abord, permettez-moi de me réjouir d'avoir pu vous convier à cette réunion. C'est une première devant la Commission des affaires économiques en tous les cas. Elle permet sans doute aux élus de terrain aussi que nous sommes de manifester leur intérêt et leur capacité de mobilisation face à l'urgence sociale qu'on vient d'évoquer d'ailleurs dans un autre cadre avec le rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville et une urgence économique où c'est ô combien d'actualité, tout le monde peut le mesurer, y compris dans la presse ce matin, et bien sûr la politique industrielle. Quand on tombe à 12% du PIB au niveau de l'industrie, on doit se poser des questions. Je sais bien qu'il y a un débat à l'infini sur l'externalisation de certains services et que le 12% représente peut-être plus, mais en tous les cas, en dessous de 20%, on considère qu'il y a un vrai problème concernant la survie d'une politique industrielle dans un pays. Et que, à part se transformer en gardien de musée, c'est vrai qu'on est déjà dans un musée ici, nous ne serions peut-être pas dépaysés, mais il y a quand même un problème concernant à la fois le développement économique et social de notre pays. Bien entendu, cette urgence se manifeste de la façon la plus visible et immédiate dans certains secteurs. Monsieur le ministre, comme vous l'avez indiqué le 13 juillet dernier au Sénat, la nation tout entière devra se rassembler autour de son industrie, en particulier automobile, qui est le sujet d'actualité le plus prégnant. Mais il y en a d'autres que j'évoquerai tout à l'heure. J'ajoute, après que nous ayons entendu le président de France Télécom Orange la semaine dernière, qu'il nous faut être attentifs à l'équilibre économique du secteur aussi des télécoms, mais ça pourrait être vrai pour d'autres secteurs, étant donné les enjeux en termes de valeur ajoutée, d'innovation, d'emploi et d'aménagement numérique du territoire. Autrement dit, jusqu'à où on doit mettre le curseur entre le pouvoir du consommateur, ou le pouvoir d'achat du consommateur, et les effets collatéraux sur les emplois. Et j'évoque évidemment la 4e licence, etc., et la perturbation que ceci a créée dans le secteur économique des télécommunications. Ces deux secteurs feront l'objet d'annonces officielles sans doute demain pour l'automobile et pour les télécommunications en Conseil des ministres, si mes informations sont justes, d'échanges avec Madame Fleur Pellerin demain matin devant notre commission. C'est pourquoi je propose aujourd'hui de donner à nos échanges une tonalité plus générale. Et j'appelle mes collègues sénatrices et sénateurs à s'efforcer, dans la mesure du possible, de maintenir ce cap lorsqu'ils poseront des questions. Quand je dis ce cap, c'est aussi sur la durée, si possible. Nous avons fait une expérience la semaine dernière de donner 2 minutes à chacun des intervenants. Je sais que nous sommes limités également, qu'à 18h30, nous recevrons M. Stéphane Le Foll accompagné de Guillaume Garot. Et donc, j'aimerais bien, dans vos prises de parole, que vous respectiez à peu près ce challenge sur vos questions et qu'il n'est pas pour l'heure, ce n'est pas l'objet de faire une déclaration de politique de chacun d'entre vous. Il s'agit d'abord d'auditionner le ministre et de lui poser des questions. Que le cadre soit bien clair. Bon courage, Monsieur le ministre. Faites confiance à la créativité dans ce domaine. Donc, j'introduirai en fait notre sujet par 3 brèves remarques. La réindustrialisation, chère à notre collègue Bourquin, parce que j'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés dans cette mission sur la réindustrialisation, mais cette place, en fait, est centrale, sans doute, par rapport au redressement productif qui est votre mission donnée par le Premier ministre et évidemment par le Président de la République. La réindustrialisation, c'est d'abord, je pense, l'analyse qu'on avait fait, une rupture, non seulement avec la priorité excessive qui avait été accordée depuis 20 ans au secteur tertiaire, mais aussi avec son corollaire, la focalisation sur la baisse du coût du travail, et peut-être d'ailleurs sur la durée, mais on aura l'occasion de le réévoquer, en particulier dans les comparaisons par rapport à l'Allemagne. Je vous rappelle que l'Allemagne est un État fédéral
que j'aimerais bien qu'on compare les choses comparables, c'est-à-dire les 3 Länder du Sud et de l'Ouest, et qu'on compare ceci à nos chiffres concernant les coûts de production, et on aurait peut-être quelques surprises. Je regarde Martial Bourquin, puisque nous avions fait une mission commune à Stuttgart, et on avait été surpris des résultats, contrairement à ce qu'on entendait évidemment dans l'Hexagone. C'est ensuite une stratégie territorialisée. De ce point de vue, nous attendons bien entendu des retombées positives de la nomination des 22 commissaires que vous avez annoncés au redressement productif, c'est-à-dire un par région, placés directement auprès des préfets des régions. Sans doute que vous nous expliquerez le rôle que vous entendez donner à ces commissaires. Mais je ne vous surprendrai pas en saisissant ici l'occasion de rappeler une nécessité tout aussi vitale, c'est d'associer les élus du terrain aux politiques économiques. Et on le sait bien en tous les cas, qu'entre la région et les intercos, c'est là que se joue le développement économique des territoires. Nous en reparlerons dans l'acte 3 de la décentralisation. Non, mais j'entends bien les PCG. Bon, en évoquant, Monsieur le Ministre, la notion de colbertisme participatif, j'ai bien lu la presse, vous avez su exprimer un volontarisme que nous... oui, presque, oui, c'est vrai. En tous les cas, exprimer un volontarisme que nous soutenons dans son principe. En même temps, comment pourrions-nous ne pas rappeler la valeur irremplaçable de la contribution des élus locaux au développement économique, quelle que soit leur collectivité, ça vous ira mieux, mes chers collègues, et tout spécialement au Sénat qui est censé les représenter. Enfin, la réindustrialisation a besoin d'outils efficaces, tout en mentionnant l'importance au plan humain de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, qui inclut la formation. Je me contenterai ici d'insister sur les soutiens financiers sans lesquels rien n'est possible. Là encore, en ce qui concerne les subventions d'investissement, les collectivités territoriales apportent une contribution majeure. Sans doute pourrez-vous faire le point des nouvelles orientations données à la mécanique parfois jugée complexe, d'ailleurs gérée par le Commissariat général à l'investissement, qui, je le rappelle, doit allouer au secteur d'avenir les 9 milliards d'euros restants à ventiler du grand emprunt sur les 35 prévus lancés en janvier 2010. De façon plus globale, pouvez-vous nous préciser les modalités selon lesquelles la BPI, enfin la Banque publique d'investissement, pourra déployer un réseau de distribution unique de l'ensemble des outils publics de financement, les prêts garantis, les fonds propres, les subventions et les projets à l'exportation? Nous avons eu l'occasion avec 2 ou 3 collègues d'en parler au FSI la semaine dernière. Et entre le FSI, le OSEO et cette banque publique d'investissement, je souhaiterais voir les articulations et en tous les cas trouver des synergies, sinon de la cohérence. Quelles seront les conséquences de ce schéma sur les activités et le statut de la Caisse des dépôts CDC, sa filiale CDC Entreprises, dont les 77 fonds régionaux gèrent en même temps plus de 12 milliards d'euros. Donc, l'ensemble de ces outils, FSI, OSEO, CDC Entreprises, BPI, comme je souhaite avoir une vision, en tous les cas, stratégique de l'articulation de ces outils. Enfin, vous ne serez pas étonné qu'il y ait un sujet qui passionne à la fois, je ne sais pas s'il est là, Marc Denis et moi-même, sur l'utilisation du CIR, du fameux CIR. Et je ne suis pas tout à fait, je le dis posément, tout à fait en phase avec certaines propositions qui ont été faites lors d'un rapport d'un collègue de la Commission des finances. Ça fait 3 ans que nous nous battons pour obtenir un taux supérieur pour les PMI innovantes, pour le statut des JEI, et ça me semblerait bien plus important que de continuer à alimenter la R&D, mais je le dis calmement, des grands groupes qui en plus font de l'optimisation. Alors je sais bien que, mon cher collègue, vous avez minimisé cet aspect-là dans votre rapport, y compris, je peux vous suivre sur les banques et sur les holdings financières, mais je considère qu'à enveloppe constante, je ne rêve pas, le Père Noël, je ne suis pas sûr qu'il passe cette année, et donc mieux utiliser le CIR pour favoriser l'innovation
mais qu'elle soit industrielle ou managériale. Enfin, l'innovation, on peut la décliner sur différents aspects. Et la créativité, c'est bien dans les PME, les JEI que ça se fait, plus que d'ailleurs que dans les grands groupes, je le dis. Non, mais on y reviendra. La dernière question, Monsieur le Ministre, c'est dans le cadre de la campagne présidentielle, j'avais bien entendu parler d'un projet de loi de reprise pour, en tous les cas, les entreprises économiquement viables. Et en partie, c'est d'actualité avec, vous savez bien, comment, le site de comment Petroplus, de comment ArcelorMittal, j'en passe et des meilleurs, et qu'il y en a plusieurs dans votre portefeuille, si j'ose dire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai pour le thé éléphant. Enfin bon, on pourrait continuer à décliner les choses. Autrement dit, quand est-ce que ce projet de loi sera dans les tuyaux et soumis à notre sagesse au Parlement? J'en ai fini, Monsieur Roland Courteau, et je laisse donc la parole à Monsieur le Ministre, et je vous laisse, oui. Mais non, mais vous n'êtes pas limité, mais mes collègues le seront. Alors, vous avez seul la parole, Monsieur le Ministre. J'ai été trop long, je sais. Bien, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre invitation à débattre. L'ancien parlementaire je suis, qui a été député pendant 15 ans, est très attaché à la discussion parlementaire, à l'échange de points de vue, et en dehors de la qualité éminente de membre de la Haute Chambre, vous êtes aussi les titulaires dans la Constitution, dépositaires en quelque sorte de l'intérêt des collectivités locales, donc des territoires. Il est évident que dans la mobilisation nationale en faveur du redressement de notre industrie, notre économie plus largement, les territoires sont appelés à jouer un rôle important. C'est une des raisons pour lesquelles je crois utile que, sans laisser passer l'été, nous ayons eu cet échange. J'attache un grand soin non seulement au dialogue entre les deux pouvoirs, le Parlement et le gouvernement, mais aussi à ce qu'on appelle les interventions sur les entreprises, le regard qu'un élu porte sur une entreprise est toujours pour nous instructif. Donc ne considérez pas que vous gênez le ministre en lui demandant des informations ou des comptes, autant que nous le pouvons évidemment. Nous avons besoin de votre connaissance du terrain, de la même manière que les fonctionnaires, et au premier rang les préfets, les commissaires que nous avons nommés qui sont chargés, je vous le dirai tout à l'heure, de faire face quand même à l'affectation de la chaîne économique dans toutes ses composantes, sont à la disposition des élus pour tâcher de mobiliser tout le monde sur les territoires au service des sauvetages dès lors que nous pouvons le faire. Qu'est-ce que le redressement productif? C'est d'abord l'inspiration directe de ce grand président des États-Unis, qui était Franklin Roosevelt, après la Grande Dépression de 1929, qui avait employé l'expression de redressement industriel national. Et lorsque le président de la République m'a fait la proposition d'être le ministre que j'ai accepté d'être, il m'a proposé d'être le ministre du redressement productif. Je lui ai dit, mais pourquoi pas industriel? Et je lui ai répondu parce que c'est beaucoup plus... il m'a répondu parce qu'il faut aller plus largement que l'industrie. La question des services est aussi dedans, la question de l'agriculture est aussi concernée. Toute la chaîne économique aujourd'hui, après 10 années finalement de perte dans le PIB des ressources productives, industrielles, nous sommes à 750 000 emplois industriels perdus, une balance commerciale à moins 70 milliards, ça veut dire que nous importons de plus en plus ce que nous consommons et produisons de moins en moins nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Donc c'est le signe quand même d'une maladie de notre économie. Et la question du redressement de notre appareil productif, c'est mettre en face de la demande ce dont nous avons besoin et d'avoir les appareils industriels productifs pour le faire. Évidemment, dans un univers ouvert,
où la question de la compétition, notre place dans la mondialisation, notre stratégie par rapport à la mondialisation est évidemment posée. L'esprit de ce renouveau productif et industriel, évidemment, va demander des efforts à chacun. Je dois vous dire que d'ailleurs, la manière dont, avec le Premier ministre, nous, lorsqu'un sinistre survient ou des difficultés apparaissent, nous engageons le dialogue avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise, nous veillons à ce qu'il y ait un équilibre des responsabilités. Nous en appelons à la responsabilité industrielle des actionnaires et des financiers, qu'ils soient banquiers ou qu'ils soient les fonds de pension ou les financiers qui se sont rendus propriétaires de l'entreprise. Nous en appelons à la responsabilité sociale des entreprises, car les êtres humains au travail, les salariés, ne peuvent pas être la permanente variable d'ajustement des difficultés des entreprises. Et de ce point de vue-là, les erreurs de gestion, les problèmes d'actionnariat, parfois les caprices même, ou les exigences excessives de l'actionnariat, doivent être placés dans le cœur de la discussion et de l'équilibre et du compromis. Et nous en appelons à la responsabilité également économique des syndicats, car les luttes sociales, les rapports de force doivent toujours avoir une relation avec la réalité économique, de manière à ce que nous ne perdions pas des outils industriels, mais que nous arrivions à surmonter ensemble, en rapprochant les points de vue, responsabilité industrielle des actionnaires et des financiers, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité économique des syndicats. Nous pouvons nous rassembler autour du redressement productif. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde tous les dossiers. Lorsque nous avons une restructuration, nous demandons un effort à chacun. Toutes les ressources sont mises à contribution. Les salariés ne sont pas les seuls à faire des sacrifices, et c'est nécessaire lorsqu'il y a des sacrifices à faire et inéluctables. Il faut même les réduire et veiller à ce que ces sacrifices soient les moins élevés possibles, car l'emploi est la priorité de ce gouvernement. C'est même, j'allais dire, la première des priorités de nos compatriotes. Ensuite, il y a aussi les efforts que tous les autres doivent faire. Les actionnaires doivent recapitaliser, c'est leur responsabilité. Les banquiers doivent reconnaître leurs erreurs s'ils en ont commises. Les créanciers doivent faire un effort, les donneurs d'ordre, les partenaires de l'entreprise doivent veiller à assurer une part de solidarité. C'est l'esprit d'entraide dans lequel tous les pays qui ont réussi à s'unir dans leurs différentes composantes ont pu passer sans encombre la crise. Les pays qui ont résisté et qui sont aujourd'hui conquérants sont des pays où la puissance publique, les grands groupes, les petites entreprises ont réussi à s'unir. Donc mon travail, c'est de bâtir ces compromis et l'unité autour de l'objectif du redressement industriel, car derrière, c'est la question de la baisse du chômage qui est à terme posée et en tout cas proposée. Quels sont pour aller vite et ne pas encombrer davantage les débats, vous donner l'esprit dans lequel nous travaillons au gouvernement, quel est l'esprit de ce plan, en quelque sorte, de reconquête industrielle? D'abord, la question de notre place dans la mondialisation. La question de la compétitivité. Coût n'est pas un sujet tabou pour nous. Nous le regardons en face. Nous sommes prêts à mener le débat, mais pas avec des slogans ou des formules choc ou des accusations de toutes sortes. J'entends souvent dire que le coût du travail est la cause de nos difficultés. Il y a un débat, et je dois vous dire que même s'agissant de l'automobile, il y a un débat prenons l'exemple des constructeurs, il y a un débat chez les constructeurs. Toyota n'a pas la même analyse, elle qui vient de relocaliser des activités sur le territoire national pour des voitures à destination du marché américain, ne tient pas le même langage sur la question du coût du travail. Les élus du Nord le savent parfaitement. M. Leroy, le PDG de Toyota Europe, le répète dès qu'il le peut. Pour eux, ce n'est pas un problème de coût du travail pour une raison simple, c'est que dans le prix de revient d'une automobile, le coût du travail, c'est entre 8 et 15%. Donc diminuer même de 20% quelque chose qui ne pèse que 8%, c'est ne pas avoir un avantage compétitif sérieux. Donc souvent on nous parle du modèle allemand, mais sait-on qu'en Allemagne, même si l'Allemagne, dans le prix du travail, tout compris, une politique de désinflation compétitive avec modération salariale, diminution de la protection sociale, a eu pour conséquence de rattraper la France qui avait un avantage compétitif coût en 10 ans. Je veux observer qu'aujourd'hui les syndicats allemands obtiennent des hausses de salaire, que IG Metall dans la métallurgie a négocié les 32 heures. Donc nous savons que
pour aborder la question du coût du travail, il faut regarder la question en face sérieusement, en équilibrant notre jugement et en évitant le dogmatisme ou le préjugé. Parce que nous aurons de belles surprises et il est possible que si dans certains secteurs, les constructeurs demandent des baisses du coût du travail, dans d'autres, la question n'est pas posée dans ces termes. Donc nous avons fait le choix de poser la question de cette problématique, mais au regard des autres. Pour nous, les coûts de production concernent 3 facteurs. Le prix du travail, le financement de la protection sociale. Ce n'est pas un sujet interdit. Le Premier ministre, sur ma proposition, a confié à Louis Gallois, l'ancien président de ADS, le soin de mener une mission d'enquête contradictoire sur ce sujet de manière à structurer le débat entre les partenaires sociaux et entre le gouvernement et le Parlement, à la rentrée au mois d'octobre. Deuxième, donc nous aurons sur ce sujet le débat. Il n'y a pas de débat interdit. Vous pourrez présenter vos idées, vos propositions, vos diagnostics, vos analyses. Nous les confronterons et nous arriverons au point de vérité. La nation ne peut pas se permettre ni d'esquiver de ce débat, ni de l'escamoter. Donc regardons le problème en face. Deuxièmement, c'est la question du prix du capital. Moi, je dis toujours, si on regarde le prix du travail, il faut regarder le prix du capital, c'est-à-dire la gourmandise du système financier. L'anglo-saxonisation de l'économie est un de nos problèmes, qui d'ailleurs ne correspond pas à l'ADN de notre modèle économique, le modèle rhénan en quelque sorte. Lorsque finalement l'endettement sert de moyen d'acquisition de l'entreprise, le LBO, leverage buyout, nous avons vu beaucoup de dégâts sur le territoire. Lorsque nous voyons le ROE servir de boussole pour tous les investisseurs, même prétendument avisés, avec des rentabilités à 2 chiffres, le return on equity, quel equity? Car nous avons vu des entreprises fermer parce qu'elles n'avaient pas de rentabilité à 2 chiffres sur les investissements. Mais pourtant, l'affaire était rentable, d'où la question posée par les Français. Nous sommes rentables, mais nous voyons des outils industriels disparaître car les intérêts financiers ont pris le pouvoir dans l'entreprise. Notre préoccupation est aussi de s'intéresser à ce qu'appelait ce grand prix Nobel, Joseph Stiglitz, la cupidité de la finance. Les excès de gourmandise détruisent les outils industriels. Donc il faut poser les problèmes dans tous les sens et chercher des outils de modération. La modération, c'est l'esprit du ministère du redressement productif. Troisième facteur, c'est l'énergie et son prix. Ce n'est pas une petite affaire, car c'est devenu un poids de plus en plus important dans la composition de la combinaison productive. Le prix de l'énergie est un outil de la compétitivité, du socle industriel, de la base industrielle France. Veillons à la préserver dans ce qu'elle a d'acquis et veillons à imaginer des pistes futures. Là aussi, le gouvernement mènera, dans le débat sur l'énergie que mènera ma collègue et amie Delphine Batho, le débat dans toutes ses acceptions, dans toutes ses possibilités, sans aucun tabou. Regardons les problèmes, affrontons les questions. Le prix des énergies renouvelables, c'est pour nous un investissement majeur dans lequel nous avons des filières industrielles fondamentales que nous devons développer et des futures filières dans lesquelles nous espérons que la France sera leader dans les années à venir. Mais nous avons aussi d'autres sources d'énergie dont le prix est compétitif que nous devons préserver. Cet équilibre-là fait partie de notre intelligence collective. Veillons à mener le débat de manière à ce que les décisions finales soient les plus intelligentes. Deuxième élément, dans ce plan de reconquête industrielle, c'est la question du financement. Monsieur le Président, vous avez posé la question de la Banque publique d'investissement. Pourquoi imaginons-nous un outil public? C'est un outil, aujourd'hui, qui pourrait paraître superflu si le secteur bancaire privé faisait son travail et finançait correctement l'économie réelle, n'était pas préoccupé par des rentabilités à court terme, mais des rentabilités à long terme que réclame l'accompagnement du développement d'une économie qui se construit sur le long terme. La patience est l'arme des investisseurs, mais l'impatience est l'attribut du système financier. Cette contradiction, nous voulons la résoudre en créant les conditions d'une mobilisation de notre épargne, dont le poids, l'importance est un des atouts dans la mondialisation. Nous disposons d'un des meilleurs taux d'épargne au monde. Nous n'en faisons d'ailleurs pas spécialement un attribut ou un outil national. Nous laissons finalement l'assurance vie qui accumule entre 1 300 et 1 500 milliards d'encours selon les calculs,
de l'épargne défiscalisée avec le soutien de l'État, mais où va s'allouer cette épargne? Quel investissement finance-t-elle? Est-ce que nous pourrions en débattre et poser ce problème? L'esprit de la BPI, c'est d'abord de clarifier pour les entreprises le guichet de l'ensemble des solutions existantes aujourd'hui à la disposition des entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics, OSEO, FSI, et c'est un rapprochement des lieux de décision. C'est-à-dire sur le terrain, là où les entreprises sont connues, et les élus locaux vont jouer un rôle important dans cette, j'allais dire, prise de décision de financement. Ils ne seront pas seuls, mais ils partageront l'analyse, la discussion et la décision d'engagement. Donc pour nous, c'est une banque qui se rapproche du modèle des banques mutualistes, des Länder allemands, où là, la décision est totalement décentralisée, puisqu'il y a un système de drainage de l'épargne locale. Notre projet est de conserver une cohérence nationale, mais d'augmenter les possibilités d'engagement sur le territoire. On ne ira plus plaider son dossier FSI à Paris en essayant d'expliquer des choses que n'importe quel intervenant est capable de connaître dès lors qu'il est sur le terrain. Et c'est un ancien président du Conseil général qui vous le dit, un conseiller général d'un canton de 2000 âmes qui vous le dit. Deuxième élément, nous souhaitons que cette banque publique d'investissement ne se comporte pas comme une banque privée, mais une banque alternative ayant une autre vision de l'investissement, une plus grande patience, une moindre gourmandise, donc de rechercher l'alternative à ce qu'est devenu le système financier. Nous allons créer les circuits courts de l'épargne. Et ceux qui sont parmi vous des élus ruraux savent ce que sont que les circuits courts. Vous allez financer par votre épargne, sur le livret d'épargne d'industrie, la PME que vous connaissez, la PME qui embauche vos enfants, la PME qui fait travailler vos voisins, votre village, votre petite ville, votre sous-préfecture, qui peut donner de l'emploi à votre territoire et dont vous consommez les produits, dont vous admirez les produits. Voilà ce que nous pouvons faire avec cette banque publique d'investissement en remobilisant les territoires autour, en solidarisant les territoires autour des entreprises. Bien sûr, la question de l'innovation est un sujet fondamental. Beaucoup de choses ont d'ailleurs été faites grâce au grand emprunt. Je disais, lorsque j'étais député de l'opposition, représentant spécial du candidat François Hollande, qu'il faudrait presque un grand emprunt par an, tellement les besoins sont immenses. Et il est vrai que nous avons non pas besoin d'endettement supplémentaire, le pays est maintenant surendetté et l'effort que le ministère de l'économie et des finances fait sur le redressement des comptes y pourvoit, mais nous avons besoin d'investir. Et nous avons besoin d'attirer les investissements privés, d'utiliser les pouvoirs publics pour mobiliser l'investissement public, parfois alliés l'un à l'autre. Notre désir est évidemment qu'un pays comme la France, et de manière plus générale le continent européen, invente les produits de demain pour que nous ne soyons pas les consommateurs des produits inventés ou imaginés par d'autres continents et que nous ne soyons pas sous la dépendance technologique, scientifique, et donc, car des produits sont aussi des actes culturels d'autres cultures, d'autres identités qui ont parfaitement dans la circulation des idées, des biens et des services, le droit de citer, mais nous ne pouvons pas accepter un rapport de dépendance. C'est la raison pour laquelle le financement de l'innovation technologique est un des enjeux non seulement au plan national, mais aussi au plan local. La rencontre, y compris dans des territoires où les réseaux de PME aujourd'hui sont livrés à elles-mêmes, n'ont pas de grands groupes pour les soutenir ou les aider. La rencontre entre l'innovation technologique, les laboratoires de recherche publics ou privés, et les écosystèmes d'entreprises locales nous intéressent et c'est un des points sur lesquels, évidemment, nous investirons. Le point suivant, c'est aussi la question de l'arbitrage dans nos préférences collectives entre les producteurs et les consommateurs. Bien sûr, on peut imaginer que nous sommes une nation d'abord de consommateurs, qui ne se préoccuperait pas de l'origine des produits, qui ne s'intéresserait pas au processus de production et qui finalement se ruerait sur le low cost sans réfléchir.
l'évolution d'ailleurs des modes de consommation sont là pour nous dire qu'il y a des tendances profondes dans la société. Mais je voudrais vous faire part quand même d'un sursaut chez le consommateur. 60 à 65% des consommateurs, selon une étude du Crédoc, déclarent accepter de vouloir payer ou d'accepter de payer plus cher un bien ou un service dès lors qu'il est produit sur la base industrielle France. C'est un changement fondamental. Ça veut dire que le consommateur est devenu acteur, est devenu citoyen. Quand il pousse le caddie de supermarché, il s'intéresse à la marchandise qu'il acquiert. Le pouvoir d'achat est un objectif politique, mais le pouvoir d'achat au prix de la destruction de nos outils de travail, de nos entreprises, de nos emplois, devient suicidaire. Donc nous devons trouver le point de réconciliation entre le consommateur et le producteur. C'est le travail que nous faisons avec Fleur Pellerin sur la téléphonie mobile. Nous ne souhaitons pas reprendre aux consommateurs ce qu'ils ont obtenu et acquis. Mais nous regardons la carte du monde. Il y a aux États-Unis 2 grands opérateurs téléphoniques et 2 petits pour un continent. En Chine, il y a 2 opérateurs téléphoniques pour presque 1 milliard de futurs consommateurs de téléphonie. En Europe, pour 300-400 millions d'habitants, il y en a 140. Donc la balkanisation, la concurrence libre et non faussée, presque sauvage, aboutit et aboutira à la perte de souveraineté dans le numérique pour les Européens. Nous allons être les consommateurs. Nous allons même donner, comme nous le faisons dans Facebook et Google, nos données personnelles. Et nous les donnons en objet commercial pour d'autres puissances. Notre souveraineté numérique, elle passe aussi par la défense du producteur. Nous ne pouvons pas être que des consommateurs amoureux du court terme et regardons le bilan, d'ailleurs, et faisons le bilan de ces années low cost. Le low cost, ce sont les délocalisations dans l'automobile. Le low cost dans le transport aérien, ce sont les difficultés d'Air France. Le low cost dans la téléphonie mobile, ce sont les plans sociaux. Il fallait l'imaginer quand même. Chez SFR, qui a réalisé des milliards de marge, et chez Bouygues, qui a eu une tradition de rentabilité exceptionnelle. Donc notre soin est évidemment, dans les arbitrages politiques que nous ferons, d'associer le Parlement à la discussion publique sur où faisons-nous passer l'équilibre. Voilà. Alors, évidemment, la discussion, elle sera multipartite. Nous discuterons avec les syndicats, parce qu'il y a des syndicats dans ces entreprises qui défendent des gens qui vont se retrouver au chômage. Et il y a ceux qui sont visibles dans les plans sociaux, puis ceux qui sont invisibles, les sous-traitants, comme dans l'automobile. Nous voulons discuter avec eux. Nous allons discuter avec les opérateurs qui, eux, cherchent à rétablir leurs marges et leurs dividendes. Nous allons leur demander quelques efforts de recapitalisation, par exemple. Et puis, il y a les associations de consommateurs qui disent « vous nous retirez les acquis de quel droit et pourquoi faire ?» Les questions sont légitimes. C'est cet équilibre politique que nous allons rechercher avec la nation tout entière, en associant la population et donc vous-même. Enfin, un dernier point, je ne veux pas être trop long, Monsieur le Président, c'est la question européenne et de la réorientation de l'Union. L'Union européenne fait l'objet aujourd'hui d'une prise de conscience de la part des principaux dirigeants, et nous pouvons rendre cet hommage au président François Hollande d'avoir ouvert le débat de la croissance, de l'avoir installé au cœur de l'agenda économique européen en pleine crise de la zone euro. La réorientation de l'Union européenne, c'est la préférence pour la croissance plutôt que l'austérité. Et que si des décisions de remise en ordre des comptes publics doivent être prises, il vaut mieux qu'elles soient compensées par des décisions de mobilisation de ressources européennes pour favoriser la croissance. D'ailleurs, c'est la stratégie de notre gouvernement que de toujours éviter l'aggravation des problèmes en croyant les améliorer, car il n'y a rien de pire que la saignée de Molière qui tue le malade en croyant le soigner. C'est notre préoccupation. Eh bien, en matière de politique de la concurrence, comme en matière de politique commerciale extérieure, notre soin est aussi la réorientation de l'Union européenne. Le bloc juridico-politique qui organise la concurrence permanente entre les Européens, interdisant la naissance de champions européens ou nationaux. Deuxièmement, favorisant toujours le consommateur au détriment du producteur, conduit finalement les autres puissances économiques à venir faire leur shopping en Europe pour ramasser les brevets, les technologies, les outils de travail et faire disparaître évidemment les emplois au détriment des territoires. Je ne dis pas que c'est là l'attitude dominante ou permanente, mais c'est quand même aujourd'hui le risque auquel nous exposions en fragilisant notre tissu économique et industriel. Et il en va de même s'agissant de la politique commerciale. Ce que demande la France,
et vous l'observerez bientôt dans un certain nombre de dossiers qui vont se présenter à nous, c'est la réciprocité. Ce que tout pays fait, concurrent dans le monde, en agissant de façon protectionniste, en manipulant sa monnaie, en aidant les entreprises, en mobilisant des ressources pour déformer finalement les conditions de la concurrence, en vendant à perte, ce qu'on appelle le dumping social ou environnemental. Ce que l'Europe subit, elle doit pouvoir s'en défendre. C'est la politique de réciprocité. La concurrence mondiale déloyale doit être combattue et nous l'assumons de façon tout à fait forte. Et j'ai déjà pris un certain nombre d'initiatives dans le domaine du Conseil de la compétitivité et avec l'aide d'un certain nombre de ministres de l'Industrie de l'Union européenne, souhaite placer au cœur des discussions européennes à venir la question de la réciprocité dans nos politiques commerciales et de l'évolution de la politique de la concurrence. Nous demandons, nous revendiquons le droit vis-à-vis de nos concurrents mondiaux déloyaux, qui eux n'ont pas Bruxelles pour les corriger, que l'Europe se consacre davantage à défendre les Européens plutôt que les accabler. Voilà l'esprit de ce ministère, Monsieur le Président. Je répondrai maintenant volontiers aux questions de Mesdames et Messieurs les sénateurs. Bien, la parole est à Monsieur Bourquin, exceptionnellement pour 5 minutes. Oui, Monsieur le ministre. Au titre de président du groupe Industrie. Merci de votre exposé. Ne pensez-vous pas, pour aller à des questions assez claires, que le modèle industriel passé est dépassé? C'est-à-dire, depuis la libération, la politique du gouvernement a consisté à aider les 40 grands groupes et à tout baser la politique industrielle sur les grands groupes du CAC 40. On sent qu'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose, des politiques de filière, faire en sorte que les petites et moyennes entreprises grandissent, deviennent de taille intermédiaire, et on sent bien que les liens qui existent entre ces grands groupes et les sous-traitants est un problème crucial qui, justement, génère de la désindustrialisation. C'est ma première question. La seconde, lorsqu'il y a des aides publiques très importantes, et je pense notamment à l'automobile, 10 à 11 milliards d'euros, avec l'ensemble, taxes professionnelles, bonus-malus, prime à la casse. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des contreparties solides, tangibles, avec l'obligation de réindustrialiser le territoire? Des politiques concertées, avec un État régulateur, dont on sait très bien qu'il y a l'indépendance de ces grands groupes. Et pourquoi n'y a-t-il pas plus de coopération entre nos deux grands groupes français, Peugeot et Renault? Je ne me suis jamais expliqué cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas une plus grande coopération entre ces deux grands groupes? Dernière question. Il y a un grave problème industriel qui se profile. Nous allons ramener notre mix énergétique à 50% de nucléaire. Les énergies alternatives vont monter en puissance, comme jamais elles n'ont monté. Pour l'instant, ce sont les Chinois, les Allemands et un peu les Japonais qui ont la maîtrise industrielle de ces énergies alternatives. Vous achetez une chaudière à condensation, elle est assurément allemande. Vous achetez des panneaux photovoltaïques, soit chinois, soit allemands. Nous avons peu, et est-ce qu'il n'y a pas là un volontarisme, et je connais votre volontarisme politique, à mettre en place pour que nous préparions ce futur mix énergétique et nous créons les emplois dont nous avons besoin? Je prends un exemple, un seul exemple. L'Allemagne a créé 370 000 emplois dans les énergies nouvelles et nous avons une filière photovoltaïque qui est à l'agonie. Sur ces questions-là, je pense, ce sont des questions extrêmement fortes. J'ai bien retenu votre plaidoyer. On sent qu'il y a du volontarisme politique et il est très important
la politique passée visant à traiter l'industrie comme elle est traitée ne peut plus durer. Et lorsqu'on a fait ce rapport sur l'industrie avec plusieurs de mes collègues, une commission pluraliste, on veut refaire de l'industrie une question centrale parce que la nation qui n'a pas un socle industriel puissant n'aura pas d'avenir. Au contraire, elle va connaître de graves difficultés. Merci. Ah ben, c'est très bien. Tu n'as pas utilisé l'ensemble de ton crédit temps. Monsieur Mirassou et ensuite Lenoir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interpeller en ce qui me concerne sur un problème plus local qui concerne du reste à la fois le département de la Haute-Garonne et en même temps celui de l'Hérault. Il s'agit de l'entreprise laboratoire Sanofi, où, pour faire vite, tout en affichant avec pas mal de cynisme des bénéfices relativement conséquents, on explique que se profile à terme la suppression sur Toulouse 640 postes de chercheurs et encore plus, mes collègues de l'Hérault, disons, sur Montpellier. Et le schéma est toujours le même. C'est-à-dire que quand on qualifie un écosystème de recherche de pas assez pertinent, eh bien, d'une part, on se prive de l'expertise des organisations syndicales qui vont, en quelque sorte, payer au prix fort cette logique-là, sans avoir été au préalable concerté. La disqualification d'un laboratoire de recherche avec quelques molécules emblématiques au passage, le Plavix, qui est un anticoagulant conséquent et qui s'accorde du reste assez mal avec la saignée que vous évoquiez tout à l'heure en citant Molière, parce que ça sera encore plus grave. Joli. Bon, toujours est-il que là, il y a des fortes interrogations et la direction de Sanofi, que j'ai rencontrée et que je vais rencontrer à nouveau, parle bien entendu au conditionnel. Mais la pulsion qui est la sienne, c'est d'avoir recours, en ce qui concerne la recherche et les brevets, à l'externalisation. Et on assisterait quand même à une logique qui serait relativement inconfortable, qui consisterait à se reposer sur les molécules existantes qui rapportent, mais avec l'ombre portée des produits génériques, tout en se privant des moyens de mettre sur le marché des nouvelles molécules à vocation thérapeutique sur des pathologies qui ne sont pas encore soignées. Et la question pratique que je vous pose, c'est que est-ce que vous allez interférer, je sais que vous le faites dans ce débat, pour que le dialogue social reprenne, à la fois sur le plan des orientations stratégiques de Sanofi, mais également sur le plan des annonces et éventuellement des décisions à court ou à moyen terme, et en même temps voir ce qu'il est possible de faire dans ce secteur d'activité où Sanofi prétend économiser 2 milliards en coûts jusqu'à 2015, mais à force, il arrivera un moment où les laboratoires pharmaceutiques, au niveau de la recherche, seront en panne, et ce n'est pas le moindre des mots, s'agissant de ce que vous avez évoqué, la perspective d'un redressement productif. Un laboratoire qui ne produit plus de recherche, eh bien, par définition, il est hors jeu par rapport au redressement productif que vous appelez et que nous appelons de nos vœux. Merci, Monsieur Mirassou. La parole à Monsieur Lenoir. Pour combien de temps, Monsieur le Président? 3 minutes. 3 minutes. Très bien. Comme tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué 3 thèmes, dont un thème qui est d'actualité dans notre Haute Assemblée, qui est celui de l'énergie de l'actualité, puisque la semaine dernière, la commission d'enquête sur le coût de l'électricité a été amenée à rendre son rapport. Alors vous soulignez avec raison que l'énergie est un des piliers de notre développement et de notre redressement productif. Cela dit, la commission d'enquête a mis en évidence que le coût de l'électricité, en particulier, va fortement augmenter, diminuant à terme l'avantage compétitif que nous tirons notamment du nucléaire. Alors j'aimerais connaître vos réflexions par rapport à ces indications qui sont celles du Sénat, mais peut-être en avez-vous d'autres, en développant également la conséquence de tout cela sur l'industrie nucléaire. Les choix que le gouvernement a annoncé qu'il ferait visent à terme à diminuer la place que l'industrie nucléaire occupe dans notre pays, avec toutes les conséquences que ça implique, vis-à-vis de pays qui voient, eux, le nucléaire se développer.
il y a des parts de marché importantes à conserver, je pense notamment à la Chine, mais également au Brésil, à l'Indonésie, voire à conquérir. Quelle est la place que l'industrie nucléaire peut avoir à cet égard? Mais j'ajouterais qu'il y a deux thèmes, je suis toujours dans les 3 minutes, Monsieur le Président, je crois. Il y a deux thèmes qu'il faut rajouter, Monsieur le Ministre. D'abord, innovation, recherche. La différence avec l'Allemagne, je crois, met en évidence que nous avons, je ne dis pas un retard, mais un décalage en France par rapport à toutes les politiques qui sont menées en Allemagne pour avoir des produits nouveaux qui s'appuient sur une recherche puissante. Et l'autre thème que je souhaiterais vous voir développer, même si ce n'est pas votre domaine de compétence, il a été dévolu à notre ancienne collègue qui a connu une promotion, je pense à Madame Brix, c'est l'exportation. La France est réputée pour moins bien vendre que certains de nos partenaires, notamment l'Allemagne. Merci. Merci. La parole est à Roland Courteau. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je souhaitais évoquer les questions énergétiques et notamment la nécessité d'une filière industrielle dans les énergies renouvelables, mais cela a été traité par Martial Bourquin. Puis je souhaitais évoquer le coût de l'énergie, mais cela vient d'être traité par notre collègue Monsieur Lenoir. Donc, que me reste-t-il à dire? Simplement, Monsieur le Ministre, je le dis tout net, j'ai apprécié vos réactions dans le sulfureux cas de Peugeot. Je crois qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Vous les avez dites et moi, je m'en félicite. Car la question Peugeot a bien été mise sous le tapis pendant les mois avant la présidentielle. Ce n'est pas le seul cas, hélas. Il y a bien les Peugeot, il y a Air France, il y a Sanofi, il y a Doux, il y a Pilpa à Carcassonne. Alors, il y a des comportements effectivement à redresser. Par exemple, l'entreprise Pilpa à Carcassonne. Vous avez dit tout à l'heure, les excès de gourmandise du capital détruisent les entreprises. C'est très juste, Monsieur le Ministre. Pilpa, à Carcassonne, a été vendu récemment à une filiale américaine du groupe RER Ice Cream. Les Américains ont acheté cette entreprise pour s'emparer des brevets, pour s'emparer des licences, d'abord, puis du savoir-faire, puis du portefeuille client. Ils ont ensuite supprimé l'activité recherche et développement en fermant le laboratoire. Et enfin, leur opération terminée, ils ont annoncé qu'ils fermaient l'entreprise, afin de renforcer les capacités de production, où ça? En Pologne. C'est ce qui s'appelle dépouiller un concurrent, puis ensuite le tuer sur l'autel des profits financiers. Et pourtant, Pilpa a un taux de marge brute de plus de 27%. Mais tant pis pour les salariés nombreux qui vont rester sur le carreau. Voilà donc un comportement, oui, qui est inacceptable et que je dénonce. Il y a véritablement des choses à redresser, Monsieur le Ministre. Merci pour le soutien que vous pourrez apporter sur ce dossier, sous une forme ou sur une autre. Taillot. Ça tombe bien parce que j'ai une autre réaction vis-à-vis de PSA que celle de Roland. Moi, je ne vous connais pas et l'exposé que vous venez de nous faire est un exposé auquel je suis prêt à souscrire, aussi bien sur la politique de l'offre, aussi bien sur la politique européenne, etc. Ce que vous avez dit est frappé au coin du bon sens. Mais j'ai trouvé que sur PSA, les propos étaient un peu choquants et que finalement, ministre du redressement productif, est-ce qu'il n'y a pas le risque, en désignant à la vindicte telle ou telle entreprise, finalement de jeter l'opprobre sur toutes les entreprises? Il y a des patrons voyous et il faut les condamner. Et quand on doit les condamner au tribunal médiatique, mais on doit être aussi capable de les condamner devant la justice. Mais c'est la question que je vous pose, c'est une question de méthode, je suis assez direct, mais il y a un décalage, je trouve, entre le discours que vous nous donnez et auquel, finalement, je suis à peu près sûr que les uns et les autres, on peut assez vite souscrire, et puis cette réaction-là. Le deuxième point, la question particulière sur le financement, je pense que ça sera très lourd. Je crois que BAL 3, comme Solvency 2 pour les assurances, ont été très mal négociées et ces règles prudentielles sont appliquées avec encore plus de rigueur à l'intérieur de l'Europe. Bien. Donc, on va avoir des graves difficultés sur le financement de nos entreprises. En plus, nos plans de comptables poussent nos entreprises à s'endetter. La question, elle est simple.
quel est le niveau des engagements, de quelle enveloppe disposera annuellement la BPI. Je terminerai sur un domaine aussi qui m'est cher, sur le numérique. J'ai bien entendu vos propos. Je voudrais simplement les nuancer en disant qu'aux États-Unis, il y a le triple play, par exemple, est plus de 2 fois plus cher qu'en France. Bon. Vous dire aussi qu'il y a eu entre 300 et 350 000 suppressions d'emplois pendant la période de consolidation, de concentration, un peu bipolaire d'ailleurs, câble opérateur et opérateur tout court aux États-Unis. Est-ce que, vis-à-vis des déclarations que vous avez faites, est-ce que vous comptez augmenter le niveau des abonnements des usagers en France? Est-ce que vous comptez remettre en cause le système, vous savez, d'abonnement sur 24 mois, soit en rendant plus coûteux le désistement au bout de 12 mois? Voilà ce que je voulais dire, tout en précisant que la succession de lois consuméristes n'avait pas eu mes faveurs pendant des années, mais je voulais poser cette question pour que vous puissiez avoir l'opportunité de préciser votre pensée. Je remercie en tous les cas les intervenants de respecter la règle qu'on s'était donnée la semaine dernière. Je trouve ça tout à fait remarquable, ce qui permet à Claude Berry-Debat de finir la première salve de questions, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre, moi aussi j'ai apprécié votre intervention et il ne peut pas en être autrement puisque nous avons soutenu, je dirais, les promesses ou les engagements qui ont été faits pendant la campagne. Et je voudrais revenir également sur un problème plutôt local, en sachant que j'ai interpellé, j'ai même combattu l'ancien gouvernement et le ministre antérieur de l'Industrie sur un problème qui se passait en Bergeracois autour de la Société nationale des poudres et des explosifs. Cette société a été privatisée et le site de Bergerac a été vendu à la découpe. Aujourd'hui, alors je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait, c'est fait. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une partie de la fabrication des poudres et des explosifs, surtout à utilisation militaire, qui reste, ça représente à peu près un peu plus de 200 salariés, c'est le groupe Eurenco. Et ce groupe Eurenco, la différence avec toutes les questions qui ont été posées avant, c'est que c'est quand même l'État qui est actionnaire principal. Donc il faudrait qu'il puisse donner l'exemple. Ce groupe Eurenco est dépendant des commandes militaires. Aujourd'hui, il y aurait une possibilité pour le site de Bergerac, ce serait de fabriquer du NEH dont le groupe Eurenco fabrique, mais dans d'autres productions, dans d'autres sites productifs. Il s'agit d'un produit qui permet d'améliorer, je dirais, la part, je dirais, sur l'environnement, notamment du gasoil, dont il y aurait des possibilités avec la fabrication de ce produit de Bergerac, de diversifier l'activité et de permettre à un certain nombre de salariés de pouvoir conserver leur travail et de relancer un peu l'activité de l'entreprise. Alors j'aimerais savoir quelle est votre vision sur cette problématique. Je sais que vous avez été interpellé par un certain nombre d'élus du Bergeracois et notamment par le maire de Bergerac, Dominique Rousseau, il y a peu de temps. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette première série de questions. Vous avez la parole. Merci de vos questions incisives, directes, et je vais tâcher d'être aussi efficace dans la réponse que dans le questionnement. Le lien évoqué par Martial Bourquin entre les grands groupes et la sous-traitance sont un sujet sur lequel nous ne partons pas de rien. Un médiateur de la sous-traitance a quand même fait un gros travail. Je l'ai remercié publiquement, M. Jean-Claude Vollot, car il a, à lui tout seul, créé, je le dis avec, presque un humour sérieux, une agence de notation à lui tout seul des donneurs d'ordre. Et à la une de Challenge, vous avez maintenant les tremblements des comités exécutifs et des directeurs des achats parce que vous avez les notes, les TOC, du guide Michelin des donneurs d'ordre qui a été créé par M. Vollot. Donc je l'en ai remercié parce que je crois qu'il a créé une sorte de mise en jeu de la responsabilité du donneur d'ordre par rapport aux sous-traitants. Faut-il aller plus loin ? Nous allons voir les effets de cette politique et j'invite la représentation nationale, le Sénat, à se pencher sur cette question. Je sais que vous y travaillez. Nous sommes preneurs, non pas de lois
qui serait finalement déstabilisante, mal travaillée, sous le coup de l'émotion, telle que nous avons connu dans les périodes instables qui nous ont précédés, mais plutôt de réflexion sur comment unir des entreprises entre elles. Nous avons besoin, à l'exportation, M. Lenoir en a dit un mot, de chasser en meute, donc l'unité est préférable à la déchirure. Et de ce point de vue, les grandes entreprises ont besoin davantage, dans l'esprit du patriotisme économique que le ministère dont j'ai la charge défend à chaque instant, davantage donner la main aux petites entreprises. S'agissant des aides publiques qui, vous l'avez souligné, M. Bourquin, sont très importantes, nous demanderons des contreparties, nous vérifierons l'existence de ces contreparties et nous veillerons à ce que l'argent public soit utilisé de façon efficiente. D'abord parce que nous en manquons, il n'y en a plus beaucoup. Et que le peu que nous avons et que nous investissons dans l'industrie, nous souhaitons qu'il soit bien utilisé. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans la présentation que le président de la République m'a confiée demain du plan pour la filière automobile, il aura un volet contrepartie dont il n'était pas toujours d'usage qu'il soit présent dans ce genre de plan. Vous avez évoqué la coopération Renault-PSA. Au moins vis-à-vis de la sous-traitance, elle existe, car vous avez finalement un partage implicite des commandes selon les sites, mais elle est anarchique, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas concertée, et elle est assez éloignée du mot coopération. Souvent, j'ai vu, pour sauver quelques entreprises sous-traitances qui donnaient des signes de difficulté sur le territoire, Renault répondre « si Peugeot y va, j'irai ». Ou à l'inverse, si Renault ne fait pas ses caprices, j'irai donc. Donc nous avons là, je crois, à imaginer quelque chose de nouveau dans ce travail entre les grands constructeurs, nos deux constructeurs nationaux. Vous avez évoqué, et là, pour le coup, les idées nouvelles sont à prendre. Le travail de conviction est à faire. Tout est à imaginer. Vous avez évoqué la question du nucléaire qui, réduisant sa part dans le mix énergétique, va conduire finalement les Français à se tourner vers les énergies alternatives, les renouvelables, et vous signalez la grande faiblesse des filières industrielles. S'agissant du photovoltaïque, je dois vous dire que l'industrie mondiale a été détruite par l'offensive asiatique et particulièrement chinoise. Les Allemands, les Espagnols ou les Français sont exactement dans la même situation. Même Saint-Gobain est en train de se retirer ou en tout cas de se poser la question de savoir s'il se retire du photovoltaïque. Nous avons subi de graves déconvenues dans tous les secteurs du photovoltaïque. Il y a eu les allers-retours du précédent gouvernement, je subventionne, je ne subventionne pas, tarif de rachat, pas de tarif de rachat, je l'augmente, je le réduis. C'est une des causes de déstabilisation, mais pas seulement. Nous faisons face à une offensive de l'industrie chinoise qui ne fait l'objet d'aucune protection de la part de l'Union européenne. Résultat, nous sommes sur le point d'acheter la quasi-totalité en Europe des panneaux photovoltaïques aux Chinois. Nous avons, avec Delphine Batteau, commandé une mission au Conseil général de l'économie, de l'industrie, des mines, ancien Conseil général des mines et du développement durable, une mission pour construire la politique au regard des intérêts industriels du pays. C'est-à-dire un rapport entre, si nous reprenons le tarif de rachat, est-ce que cela nous aide à bâtir ou rebâtir sur les technologies suivantes de rupture ou incrémentale une réaction positive de notre appareil industriel. Nous pourrions d'ailleurs le faire dans tous les secteurs. Nous avons une politique à la Conférence nationale de l'industrie de filière qui nous permet d'avoir une observation fine, secteur par secteur, des points de reconquête concrets. Et là où il faut trouver des technologies, des investisseurs, des industriels, parfois partir de rien. Mais la créativité française est un atout extraordinaire. Je la cite souvent en exemple parce que nous avons partout des gens qui veulent investir. Il leur manque souvent plus l'argent que les idées, les process et les technologies. M. Mirassou a évoqué le dossier Sanofi, qui pour moi est significatif de ce que ne doit pas faire un grand groupe qui a réalisé 5 milliards de profits, de bénéfices, je ne confonds pas le bénéfice et le chiffre d'affaires, l'année dernière, 2,4 milliards au premier semestre 2012,
et qui a l'intention, en effet, de procéder à la destruction d'un certain nombre d'emplois, notamment dans la recherche et le développement. Le pire, puisque c'est le meilleur moyen de se priver pour un grand groupe créateur de molécules innovantes d'avenir. Donc j'ai fait savoir à la fois à la direction, au président directeur général, M. Lajoux, la nécessité de négocier ces décisions et de tenir compte du facteur humain et donc de passer un accord avec les organisations syndicales. S'il n'y a pas d'accord avec les organisations syndicales, je n'ai aucune raison, dans une entreprise aussi profitable, d'accepter la moindre destruction d'emplois. Et d'ailleurs, j'ai dit à la CGT, qui est venue me voir pendant la grande conférence sociale, qui m'a questionné sur Sanofi, je leur ai dit, soyez constructifs, car une entreprise a besoin de se réorganiser, c'est un organisme vivant, faites avancer les choses, mais nous ne voulons pas accepter des destructions d'emplois qui ne seraient pas rendues, j'allais dire, nécessaires ou comprises comme telles par le personnel. Donc il s'agit de trouver des compromis et de les rendre, j'allais dire, positifs pour tout le monde, surtout lorsque l'entreprise est profitable et Sanofi est une grande entreprise française qui doit le rester. Monsieur Lenoir pose la question de l'industrie nucléaire. Je l'ai déclaré devant la conférence nationale d'industrie, le Premier ministre également. Nous avons confiance dans l'industrie nucléaire. Nous considérons que ce n'est pas parce que nous allons en réduire le poids dans le mix énergétique, et notamment en raison de l'augmentation importante de la consommation d'énergie sur notre territoire national dans les 10, 15, 20 prochaines années, que cela signifie que le nucléaire fera l'objet d'une sorte de déprise ou d'abandon. Bien au contraire, nous affirmons confiance, le gouvernement affirme sa confiance dans l'industrie nucléaire, travaille à améliorer avec l'autorité indépendante de sûreté, toujours la sûreté. Nous rejetons l'esprit low cost dans le nucléaire et l'industrie nucléaire et nous défendons l'amélioration toujours permanente de cette industrie et c'est une des raisons pour lesquelles nous croyons dans la force exportatrice de notre industrie nucléaire. Voilà, je ne peux pas vous dire plus clairement, mais c'est l'esprit dans lequel je ne cesse de m'exprimer depuis que je suis en charge de cette belle mission. Vous évoquez la question de l'exportation, de l'innovation. La ministre déléguée auprès de moi, Fleur Pellerin, chargée de l'innovation, est attentive, évidemment, à l'investissement public dans l'innovation, public-privé d'ailleurs, et à la diffusion, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement d'innover, il s'agit de transformer cette innovation en produit industriel de demain. Ce travail de transmission est la faiblesse française. Les Allemands, à travers le programme Fraunhofer, ont pris, non pas de l'avance, mais ont montré le chemin, nous pourrions dire, en la matière. C'est une des raisons pour lesquelles nous imaginons, avec nos nombreux acteurs, dans la suite d'ailleurs des instituts Carnot qui ont été créés par le Grand Emprunt, une montée en puissance des programmes de diffusion technologique, de confrontation, croisement, mise en commun de la création technologique et du processus industriel. Donc il y aura des rencontres sur les territoires, sur vos territoires, et pour nous, le territoire est l'avenir de la France. C'est une des ressources. Il n'y a pas que les métropoles, même si certains d'entre vous sont élus par des territoires métropolitains ou métropolisés ou métropolitains, il y a aussi des territoires avec une grande activité économique qui ne sont pas urbains, et qui ont montré leur dynamisme économique. Sachons utiliser ces atouts, et j'y suis personnellement très attaché à travers la politique de pôle de compétitivité que nous souhaitons continuer à soutenir. L'exportation, la BPI, pour nous, doit avoir, et cela fait partie du débat que nous aurons au Parlement, au sein du gouvernement, donc nous n'en sommes qu'aux prémices, doit avoir un volet de financement aussi de l'exportation. Fonds propres, innovation, OSEO, donc fonds propres, haut de bilan, FSI, innovation, l'ancienne ANVAR qui est dans OSEO, besoin en fonds de roulement, OSEO, c'est-à-dire finalement tout ce que ferait une banque privée et un fonds d'investissement dans un seul guichet unique qui changera la vie des entreprises, puis peut-être également exportation.
C'est la question de la Coface qui a été privatisée et est-ce que celle-ci revient dans le giron de la BPI? C'est la question que nous posons. Vous posez les questions sur les masses sur lesquelles nous anticipons. Je crois, c'est vous, Monsieur Lenoir, à moins que ce soit Monsieur Retailleau. Les ressources de la BPI, nous imaginons un budget innovation à 250 millions d'euros, qui est le budget d'OSEO aujourd'hui. En fonds propres, FSI, pour l'instant, en est un demi-milliard. Sur les prêts, nous sommes entre 12, disons une dizaine de milliards d'encours, ce qui pourrait constituer le noyau dur, et une dizaine de milliards de garanties de prêts bancaires. Quant aux ressources du livret d'épargne d'industrie, tout cela est en débat, rien n'est tranché. J'allais dire, les sénateurs doivent s'en mêler et nous donner leurs sentiments quand nous les concerterons, quand nous vous concerterons. S'agissant de Peugeot, M. Retailleau me reproche mes déclarations. Ce sont des déclarations extrêmement modérées et par ailleurs parfaitement équilibrées. Et je voudrais vous les citer, si vous voulez bien. D'abord, le fait qu'il y ait eu dissimulation n'est nié par personne et reconnu par M. Varin lui-même. Et de dissimulation, d'ailleurs, je le dis, qui ont été crédibilisés, c'est mon propos, par le gouvernement précédent. Pourquoi crédibiliser? Parce que lorsque, finalement, on a des syndicats qui ont mis à jour, découvert un document de travail annonçant la fermeture d'Aulnay, qui date du mois d'août 2010, et que dans ce document, il est inscrit que la fermeture, la meilleure fenêtre pour réaliser la fermeture, c'est après les élections de 2012, et que en 2011, alors que ce document est public, le président de la République lui-même, qui vient de recevoir le président du groupe PSA en novembre 2011, déclare qu'il n'y aura pas de plan social en France chez PSA, nous sommes en droit de dire qu'il y a une forme d'irresponsabilité du pouvoir précédent, dans la mesure où soit il y avait une nécessité de mettre sur la table ces difficultés et de les traiter, et donc de ne pas les laisser s'aggraver. Et dans ce cas-là, il fallait le faire et avoir ce courage politique. Soit il n'y avait pas de nécessité, alors pourquoi, finalement, aujourd'hui, nous les demander? Donc, et par ailleurs, je voudrais juste vous dire que vis-à-vis des questionnements que le ministre en charge, que je suis, est en droit de poser à l'actionnaire, l'actionnaire n'est pas quelqu'un qui n'a pas de responsabilité dans la situation, il prend des décisions. J'ai dit tout à l'heure que, pour moi, le redressement productif, c'était la triple responsabilité et l'équilibre de ces responsabilités. L'actionnaire est responsable. Nous préférons des stratégies industrielles plutôt que des stratégies financières. Distribuer des dividendes au moment même où on commence à brûler du cash, je pense qu'il y a une responsabilité de l'actionnaire. Questionner, c'est éviter que ces erreurs se reproduisent. Ne serait-ce que parce qu'il est plus difficile à un actionnaire de dire je prépare la fermeture de l'Aulnay, mais en même temps je distribue des dividendes aux actionnaires. Il y a là une contradiction qui est difficile à expliquer, y compris aux salariés de Peugeot. Qu'ai-je dit sur France Inter qui est plus choqué? Il y a des plans sociaux dans lesquels nous pouvons considérer qu'il est inévitable d'accepter des pertes d'emploi pour sauver l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à Peugeot, si le malade n'est pas imaginaire, donc je n'ai donc pas dit que le malade était imaginaire, contrairement à ce qu'on me prête, est vraiment réel, eh bien il y a quand même 80 000 personnes qui travaillent, qui restent chez Peugeot. Et nous avons charge de les aider à garder leur emploi. Et nous voulons que Peugeot retrouve la bonne santé financière. Il y a une responsabilité de l'actionnaire, et j'appelle à la responsabilité industrielle de l'actionnaire. Il y a une responsabilité sociale de l'entreprise, pour ne pas que ce soit les salariés à l'égard desquels toute entreprise a une dette, paye le prix exclusivement du sacrifice, il doit avoir lieu. Il y a une responsabilité économique du syndicat qui doit ne pas, j'allais dire, qui doit tenir compte de la réalité économique. Si Peugeot a des difficultés, nous les constaterons, nous les évaluerons et nous ferons en sorte que les mesures soient proportionnées à ces difficultés. Voilà notre politique. C'est une politique, j'allais dire, vous l'avez dit vous-même, frappée au coin du bon sens. Je vous remercie de ce compliment que je prends comme tel, mais je crois que notre projet n'est pas de dissimuler, n'est pas de mentir, il est d'affronter ensemble. Si vous voulez mobiliser la nation dans ses composantes, les territoires, les organisations syndicales, les entrepreneurs, le patronat, les sénateurs, les députés, les élus locaux, les citoyens, il faut regarder les problèmes,
les identifier, les mesurer, et ensuite trouver les solutions ensemble et les surmonter. Je n'ai pas d'autre méthode, c'est une méthode d'inspiration mendésiste. Voilà. Excusez-moi, j'aime citer Pierre Mendès France, il n'a pas été sénateur, je crois. Il a été député. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais je le cite quand même parce qu'il reste quand même celui qui, dans des périodes de crise politique ou diplomatique, a dit la vérité. Et donc, ça a permis aux Français de surmonter la difficulté. C'est ce que nous voulons faire dans cette période très critique sur le plan économique et social que nous avons à affronter ensemble. Je voudrais encore dire un mot, Monsieur le Président, parce que vous m'avez interrogé vous-même sur le projet de loi sur l'encouragement à la reprise de sites dont la viabilité est avérée. Là encore, c'est d'actualité. Nous n'acceptons pas que des groupes qui disposent de, comme l'a demandé, l'a exposé tout à l'heure M. Courteau, qui disposent finalement, qui ont profité d'une certaine manière d'investissement, qui eux-mêmes ont fait fructifier leur investissement, et dont la rentabilité est avérée, qui ont d'ailleurs dont des territoires ont eux-mêmes profité, avec lesquels il y a eu une alliance positive, que dès lors qu'il y a un repreneur, qu'il y a un industriel, ils nous disent, moi, je ferme, je m'en vais, parce que je vais fabriquer ailleurs. Cette stratégie-là est inacceptable pour les Français et pour n'importe quel gouvernement, quel qu'il soit. Donc nous souhaitons finalement organiser en quelque sorte la reprise et la favoriser, l'encourager. S'il y a un repreneur, c'est que l'affaire est rentable. D'ailleurs, je ne connais pas de repreneur qui n'ait pas fait les diligences permettant, les dues diligences permettant de vérifier que son investissement serait pertinent ou inconsidéré. Donc c'est bien la raison pour laquelle, dès lors qu'il y a un repreneur, c'est donc que le choix de délocaliser l'activité ou de la stériliser n'est pas acceptable. Voilà comment la République va se réarmer. Elle a besoin de se réarmer face au tout libéral, au laisser-faire. Dans l'affaire Pipa, monsieur le sénateur, j'ai bien l'intention d'imaginer des solutions qui éviteraient que finalement le site disparaisse. Il faut que le site se maintienne. Donc nous allons mettre tout en œuvre, ce qui est dans nos possibilités, pour que vous ayez des réponses à vos inquiétudes dans une région qui a besoin d'industrie. Merci. La seule question, c'était de savoir dans quel calendrier ça allait s'inscrire, parce qu'il me semble qu'il y a une urgence concernant ce genre de reprise d'entreprise viable. Il nous reste 8 demandes de parole. Je sais, Monsieur le Ministre, vous devez nous quitter à 18h15. Et donc, je vous demande, mes chers collègues, de rétrécir à 2 minutes vos interventions. Madame Assensi, ça tombe mal. D'abord, c'est Madame Assassi. Assensi, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Ministre pour ces propos qui sont vraiment en rupture avec ceux que nous avons pu entendre les mois passés et qui sont marqués d'une ambition en matière de reconquête industrielle. Et permettez-moi, parce que je suis sénatrice de la Seine-Saint-Denis, d'évoquer plus particulièrement, bien évidemment, la situation de PSA de façon générale, parce que supprimer 8000 emplois dans l'industrie automobile, c'est une catastrophe pour le pays. Et bien évidemment, pour un territoire comme la Seine-Saint-Denis, c'est aussi une catastrophe, puisque cela va toucher des milliers de familles dans notre département et au-delà. Donc moi, j'aurais des questions précises, Monsieur le Ministre. Le président du directoire de PSA a réitéré sa volonté que chaque employé soit salarié de PSA, enfin qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour chacun des employés de PSA, et donc qu'il n'y aurait pas de licenciement sec. Moi, j'aimerais savoir si vous en avez, en tout cas, si vous avez la capacité d'y répondre, sous quel statut social vont être repris ces salariés. Et puis, bien évidemment, on oublie
on parle des contrats à durée indéterminée, mais on oublie bien trop souvent les intérimaires qui sont très nombreux sur le site d'Aulnay et qui sont particulièrement des jeunes gens à propos desquels on dit pique-pendre, mais qui ont soif d'apprendre et soif de travailler. Et donc je voulais savoir si vous aviez entamé une réflexion à ce sujet. La deuxième chose, c'est ce matin, nous avons reçu je vais réduire Monsieur Pichon, qui est responsable des relations, responsable de PSA, des relations avec le Parlement, qui nous a dit, contrairement à Monsieur Retailleau, qu'effectivement, parce que dit Monsieur Retailleau, qu'effectivement, il y a plusieurs scénarios avaient été évoqués en son temps, et donc je lui ai rappelé que les syndicats avaient dévoilé ce qui arrive aujourd'hui. Puis je vous rappelle, Monsieur Retailleau, que mon groupe avait obtenu au Sénat un débat sur la filière automobile, et que ce débat a eu lieu au mois de février dernier, et que nous avons évoqué très largement le cas de PSA. Donc ce n'est une surprise pour personne, et moi j'irai plus loin que ce qu'a dit Monsieur le ministre. La direction de PSA a volontairement menti sur la situation. Donc, parmi les scénarios évoqués, il y avait celle de l'attribution d'un nouveau véhicule au site d'Aulnay-sous-Bois, et qui aurait, nous dit-on, permis de préserver des emplois jusqu'en 2024. Et donc, ce scénario n'a pas été retenu par la direction de PSA. Je voulais que vous nous en disiez quelques mots, et je vais arrêter là mon propos. Merci, parce que Madame le Assassi. ministre a déjà dit des choses. La parole est à Madame Létard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, permettez-moi de m'associer à mon collègue Bruno Retailleau pour dire que, bien sûr, on ne peut que s'associer à la démarche que vous nous présentez et qui vise à essayer, dans le cadre d'une réalité industrielle qui est devant nous et qui va être extrêmement complexe, va nécessiter un travail de concertation, un travail où chaque acteur, les pouvoirs publics, les industriels, les partenaires sociaux, auront tous un rôle déterminant et complémentaire à jouer. Et si je me permets maintenant d'entamer la deuxième partie de mon propos avec un peu plus de nuance, c'est parce que, comme ma collègue qui vient de s'exprimer, je viens, comme vous le savez, d'un territoire qui est directement concerné, puisque je viens du Valenciennois, où se situe l'usine Sevel Nord, PSA Sevel Nord, qui, pour l'occasion, fait l'objet, bien sûr, d'inquiétudes par rapport à son avenir depuis plus d'une année, et a fait l'objet depuis plus d'une année, pour les mêmes raisons. Il s'agit là non pas, on va dire, d'un défaut ou d'omission de la part de Peugeot, mais tout simplement d'un abandon de partenariat de la société Fiat, qui fait qu'aujourd'hui, cette unité de production ne bénéficie plus d'une capacité suffisante pour continuer à produire dans de bonnes conditions si elle ne trouve pas un nouveau véhicule à produire, avec, dans une situation transitoire, la possibilité d'avoir une production de véhicules utilitaires. Il y avait plusieurs conditions, j'ai lu la presse, j'ai les informations à réunir, j'ai bien entendu ce qu'il fallait. Une des premières conditions, c'était que la rupture avec Fiat soit bien prononcée et réglée, c'est le cas. Trouver un nouveau partenariat rapide pour produire un véhicule utilitaire. Toyota s'est mobilisé. Ce travail, il y a plusieurs mois qu'il a été entamé, de recherche, par PSA, avec aussi, on peut le dire, un gouvernement qui s'est inquiété de la situation. Tout n'est pas résolu, mais ces deux premiers aspects le sont. Ma question maintenant, elle pose sur la troisième étape. L'étape, c'est comment on fait en sorte que cette ligne, ce véhicule utilitaire futur qui sera nécessaire, un véhicule utilitaire hybride, puisse se fabriquer dans le Valenciennois plutôt qu'en Espagne. En clair, comment on fait pour réduire l'écart de compétitivité? Il y a deux aspects. Le travail de concertation que vous devez engager, que PSA doit engager avec les partenaires sociaux sur l'activité salariée. Et il y a un deuxième volet, Monsieur le Ministre, qui nous concerne tous les élus, l'État que vous êtes, les régions, mais aussi les collectivités. C'est comment nous sommes aujourd'hui en capacité, dans le cadre de comités de suivi régionaux, de nous mettre autour de la table et de dire concrètement comment chacun va pouvoir accompagner cette réduction des coûts et cette installation d'une nouvelle unité de production. Et une question se pose, juste une petite question. Largement de 2 minutes. Pour recherche. Donc, si vous voulez, sachant que le ministre part à 18h15, navré, mais
Madame. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être bref. J'ai 3 petites questions. Monsieur le Ministre, merci d'abord pour votre propos liminaire qui nous réjouit quelque peu par votre volontarisme. Dans l'Allier, 100 entreprises environ vivent de la sous-traitance automobile qui emploie 4 500 salariés. Lors de ce débat du 23 février, j'avais posé la question de la sous-traitance dont vous venez de parler. Je voudrais préciser. Souvent, la sous-traitance, mais vous le savez, est malmenée par les constructeurs et considérée souvent, malheureusement, comme variable d'ajustement de leur chiffre d'affaires. Pourtant, les sous-traitants sont à l'origine de la plupart des grandes réussites industrielles de la filière. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le Ministre, qu'au-delà des bonnes pratiques entre clients et fournisseurs, il ne faudrait pas aller vers un véritable statut de la sous-traitance industrielle pour rééquilibrer et peut-être soumettre ces contrats au contrôle de l'égalité ? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est suite à ce que vous venez de dire sur le nucléaire, est-ce que ne faudrait-il pas aller vers limiter plus drastiquement la sous-traitance dans le nucléaire, puisque pour des raisons de sûreté, de sécurité. Et la troisième question, c'est très local, c'est l'usine JPM qui fabrique des serrures à verme. Je vais donc raccourcir, 461 personnes en 2009. On va voir en Chine pour installer une entreprise. Tout va bien puisque cette entreprise est florissante, progression de 22% de son chiffre d'affaires. Et demain matin, plus personne à Verme, donc moins 400 personnes. Sans doute, tout cela va aller soit en Chine, soit dans une autre localisation. Je voulais savoir d'abord, Monsieur le Ministre, le président du Conseil général de l'Allier vous a demandé rendez-vous pour ce sujet. Est-ce que vous allez nous répondre? Et comment peut intervenir le commissaire dont vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous préciser son rôle justement dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit le mobiliser, travailler avec lui? Comment on peut travailler avec lui sur des sujets tels que je viens de vous l'évoquer? Merci, Madame. Monsieur Vergos. Oui, Monsieur le Ministre, 2 questions. Au moment où on cherche des idées pour trouver de la richesse, faire de la production industrielle, nous avons assisté récemment à un débat sur la PCP, la politique commune de la pêche. Et s'il y a une industrie qui est porteuse, encore, c'est celle de la pêche, quoi qu'on en pense. N'oublions pas que la France est la 2e nation au monde par sa superficie maritime. 11 millions de kilomètres carrés. Première question, Monsieur le Ministre, est-ce que vous allez, j'allais dire enfin non, puisque c'est la première fois que la République dispose d'un ministre du redressement productif, est-ce que là, vous allez vous mêler concrètement à cette bataille de l'industrialisation du pays au cœur de l'Europe? Parce que nous avons un sentiment largement partagé que nous jouons petit bras face à l'Europe dans cette affaire. Nous n'occupons pas notre juste place au travers de nos territoires ultramarins. Et enfin, deuxième question qui est propre alors à ma région. Vous avez peut-être déjà désigné, vous allez désigner 22 commissaires au redressement productif. Vous savez que la France, la nation, compte 26 régions. Il en manque 4. Seront-elles comblées? Ok. Monsieur Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, 3 questions à Monsieur le Ministre. Tout en sachant que je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus par mes 2 collègues Bruno Retailleau et Valérie Létard. Je pense que la stratégie de reconquête industrielle prendra beaucoup de temps, qu'il y aura certainement 2 phases. Il y a une phase d'urgence dans laquelle vous vous situez, mais il y a certainement une deuxième phase, je dirais, qui sera à bâtir. Et moi, j'invite, je dirais, à un Grenelle de la réindustrialisation, je dirais, qui mettra, je dirais, en phase, je dirais, sur la durée, un certain nombre d'actions nécessaires, mais pour ce faire, faut-il que l'industrie et l'entreprise et les entrepreneurs soient respectés dans le pays et considérés comme une force et non pas comme une faiblesse. Je viens de lire un sondage dernièrement où 57% des Français ne veulent surtout plus prendre de risques aujourd'hui, et je pense que c'est en prenant des risques qu'on crée, de la richesse,
que l'on innove. Deux questions rapides. Votre position sur le gaz de schiste, Monsieur le Ministre, m'intéresserait, parce que le mix énergétique dont on a parlé tout à l'heure, faut-il s'asseoir sur cette énergie peut-être du futur? Je mets un point d'interrogation. Mais peut-être faut-il quand même s'y intéresser. Et puis, deuxième question, vous avez dit que le coût du travail et le coût de la protection sociale étaient un enjeu qu'il ne fallait pas ignorer, il fallait se poser toutes les questions. Alors pourquoi avez-vous supprimé, dans le gouvernement, la TVA sociale avant finalement d'avoir fait le diagnostic? La parole est à Monsieur Pierre. Monsieur le ministre, merci d'être devant nous. Étant sur le département des Vosges, département très sinistré sur le plan industriel, qui a déjà fait l'objet de reconversion après le plan textile il y a 20-25 ans, et souvent ce sont des sous-traitants de l'industrie automobile qui s'y sont installés et qui aujourd'hui, vous connaissez l'actualité, TRW qui est en grosse difficulté. Dans un autre domaine, dans mon canton, j'entends dire par exemple cordonnerie billes, Rahuréminil, le leader de la fabrication de ficelles agricoles en Europe est en difficulté. Il est en train de se faire rogner par le Portugal, qui est capable de fournir des produits finis à peu près au même niveau que les produits industriels pour fabriquer à l'entrée d'entreprise. J'ai le cas aussi dans mon canton d'une entreprise, et ça fait partie de vos soucis, je l'ai bien compris, qui gagnait de l'argent. C'était une entreprise de Lactalis, qui avait acheté il y a 10 ans une laiterie chez moi qui avait 300 personnes et qui a décidé il y a seulement 3 mois de descendre le lait en Italie pour le fabriquer en fromage beaucoup plus rentable que le Munster des Vosges ou autre. Donc voilà quand même on est en train de perdre tout notre potentiel de travail, et à l'agriculture produit, mais la valeur transformation, tout ça quitte nos villages, quitte notre ruralité, et on est très inquiet là-dessus. Alors qu'est-ce que vous envisagez par exemple comme pour TRW, qui est quand même une entreprise américaine que vous connaissez probablement mieux que moi, mais qui nous pose des soucis. Là, il y a 2 entreprises dans cette vallée-là. La vallée va être fermée totale. Il n'y aura plus d'entreprises. Le plus gros faiseur aura peut-être une quinzaine d'employés, alors qu'il y a quand même des entreprises de 350 ouvriers. Merci, je ne suis pas plus long. Merci, Jacques Pierre, d'avoir respecté pratiquement son temps. Toujours. Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre pour le développement que vous avez fait tout à l'heure. Valérie surtout. Et le fait qu'il y ait, semble-t-il, un consensus sur ce que vous avez dit globalement et sur la manière aussi de permettre un développement de notre industrie sur le territoire national. Le fait que, semble-t-il, il y ait un consensus est quelque chose de très important dans la période que nous traversons. 2 points. Le premier local, mais qui a des incidences nationales évidentes, c'est la question de la construction navale. Je sais votre intérêt à défendre cette industrie. Actuellement, la SNCM, qui est la société qui s'occupe de relier la Corse au continent, est en voie de passer commande de 8 navires, dont 4 à très court terme. Il n'y a plus que 3 chantiers qui sont sur les rangs, STX à Saint-Nazaire, un chantier sud-coréen et un chantier japonais. Donc je souhaite attirer votre attention sur le fait que dans les semaines et les mois qui viennent, la décision devra être prise, et donc je souhaite que le gouvernement pèse de tout son poids pour qu'elle aille bien entendu dans le bon sens. Deuxième point, pour être toujours très court, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la Banque publique d'investissement. Est-ce qu'au niveau des régions également, il y aura une logique de déconcentration aussi des décisions dans un souci de plus grande et de meilleure efficacité au plus proche des petites et moyennes entreprises? Merci. La parole à Claude Dillin pour la dernière question. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, hélas, je vais revenir sur les conséquences de l'éventuelle fermeture de l'usine PSA d'Aulnay, pas au niveau des salariés, puisque vous avez très clairement exprimé votre volonté de modifier le plan social qui n'est inacceptable en l'état, mais au niveau territorial. Il y a à côté de la ville d'Aulnay une ville qui s'appelle Sevran, qu'on ne voit pas dans les pages économiques, mais qu'on voit dans les faits divers et dans la pauvreté, qui est devenue un symbole de pauvreté. Cette ville avait une richesse, elle avait 2 entreprises, Kodak et Westinghouse, qui ont fermé sans aucun remplacement, sans aucune réindustrialisation. Merci. Je crains fort que si l'usine d'Aulnay ferme comme ça, brute de décoffrage, la ville d'Aulnay devienne la ville de Sevran. Et ça, ce serait dramatique. Merci, Monsieur le Ministre.
Merci de vos questions. Que se passe-t-il sur le plan social de Peugeot? D'abord, il est trop tôt pour répondre et j'ai demandé à M. Emmanuel Sartorius de mener un audit aux côtés de celui des organisations syndicales sur la situation réelle de Peugeot, qui rendra son rapport le 31 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours. Le gouvernement, évidemment, sait lire les comptes, regarde les informations dûment accréditées conformément aux règles relatives aux informations d'entreprises cotées en bourse. Néanmoins, nous souhaitons avoir une analyse approfondie sur deux plans. Le premier, c'est la réalité économique de l'entreprise, ses difficultés, la profondeur de ses difficultés, et en faire une mesure, j'allais dire, de manière à partager le diagnostic avec tous, que nous soyons tous d'accord. Et donc notre expert, M. Sartorius, se tient aux côtés des organisations syndicales pour mener en quelque sorte ce débat de manière à ce qu'il n'y ait pas d'un côté la thèse de la direction Peugeot et la thèse des organisations syndicales. Il doit y avoir partage des informations et, d'une certaine façon, analyse partagée. C'est l'objectif du gouvernement, car nous serons plus forts si nous partageons le diagnostic pour rechercher les meilleures solutions, pour que ce ne soit pas des solutions ni excessives, ni dangereuses pour la stratégie future de l'outil industriel Peugeot. Le deuxième volet dont M. Sartorius est chargé et concerne la deuxième partie de sa mission qu'il rendra à la rentrée au 15 septembre, où nous avons demandé à M. Sartorius d'examiner la stratégie de développement de Peugeot, les alliances avec GM, la stratégie dans un marché qui est quand même relativement déprimé sur le plan européen, sa stratégie de localisation, la remontée en gamme, son positionnement par rapport au low cost, par rapport au premium. Cela mérite, avec la quantité d'aides publiques que finalement les contribuables ont soit donné aux constructeurs nationaux, soit qu'ils donneront indirectement dans le plan filière automobile, que nous soyons en accord avec la stratégie de Peugeot, que nous puissions accompagner le rebond, la renaissance, les retrouvailles avec la prospérité de Peugeot, de manière à ce que les ouvriers, les cadres, les ingénieurs qui auront perdu leur travail, qui aiment tant ou qui aiment leur entreprise, puissent, s'ils le perdent, peut-être retrouver leur entreprise plus tard. Il y a des violences dans l'histoire cyclique de l'industrie automobile que nous observons tant en Europe qu'aux États-Unis. Il y a des destructions d'emplois, des réembauches, donc il n'y a pas de fatalité. Soyons intelligents par rapport à l'avenir de Peugeot, et c'est le sens de l'action du gouvernement et de son travail. Donc je ne peux pas répondre aux mesures sociales ou aux mesures de réindustrialisation ou aux mesures envisagées. Tout le monde a des idées. Mais pour l'instant, moi j'en suis au diagnostic. Et lorsque nous arriverons ensuite à la discussion et la négociation, doit laisser la place au dialogue social, l'examen de toutes les alternatives. Et c'est le rôle de la négociation d'un plan social. Donc nous aurons au mois de septembre cette discussion sur l'avenir d'Aulnay, si Aulnay est abandonné, ou au contraire si Aulnay est maintenu. Il y a des choix qui ont été faits. Ces choix doivent être, qui sont proposés par Peugeot, doivent être expertisés avant que le gouvernement n'ait une position. Voilà. Donc je ne peux pas répondre à vos questions. Je sais que les élus souhaitent rassurer les salariés de cette région. Il n'y a pas d'ailleurs que les salariés de Peugeot, il y a tous les sous-traitants autour, je le sais, mais chaque chose en son temps, et pour le gouvernement, pour l'instant, c'est un travail sur l'étendue des difficultés de Peugeot. Madame Létard évoque Sevel Nord. Là, il y a un accord, il est, je crois, public entre Toyota et PSA. La question est de savoir comment il est accompagné, c'était votre question. Il est trop tôt pour le dire parce que l'accord entre PSA et Toyota est en cours de finalisation. Ce que nous voyons, c'est qu'il faut un accord de tout le monde, des syndicats, de la direction de Peugeot, des pouvoirs publics, des collectivités locales. Donc nous ferons ce travail à la suite de la rentrée de l'annonce par PSA et Toyota de leur désir de coopérer ensemble autour de ce site. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire davantage au lieu et place de la société PSA. Madame Schurch, sénatrice de l'Allier, évoque la question d'une entreprise qui d'ailleurs fait l'objet d'un suivi par le commissaire au redressement productif de la région Auvergne.
Nous sommes évidemment attentifs à toutes ces entreprises, vous en avez cité un certain nombre, qui ne peuvent pas remonter au ministère, parce qu'il y en a beaucoup trop. Le ministère se consacre au dossier de plus de 400 salariés entre les mains du CIRI. Le CIRI, que fait-il? Lorsqu'une entreprise donne des signes de faiblesse, il convoque tout le tour de table, les créanciers, les banquiers, l'actionnaire, les organisations syndicales sont associées, les élus, de manière à trouver une solution où on répartit l'effort et la ressource et on sauve l'entreprise. Nous demandons aux commissaires de redressement productif de faire exactement la même chose sur leur territoire. Donc ils ont pour mission d'abord de respecter la confidentialité lorsque l'entreprise a des difficultés en amont et de ne pas le faire connaître. C'est la raison pour laquelle de nombreux élus ne peuvent pas, dans un premier temps, être associés à la connaissance des difficultés de l'entreprise. Si ces difficultés apparaissent publiquement ou font l'objet de rumeurs, les élus sont évidemment conviés à être associés pour aider l'entreprise à se redresser. Mais là encore, les efforts collectifs, les collectivités locales, l'État organisent avec la médiation du crédit, la médiation de la sous-traitance, la Banque de France, le tour de table qui permet de répartir la ressource qui financera la restructuration. Il arrive qu'il y ait des emplois qui soient perdus à ce moment-là. Donc cette discussion a lieu avec les organisations syndicales et en présence des élus. Les élus sont associés à ce processus. Enfin, si l'entreprise est devant le tribunal de commerce, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans le processus de redressement, vous savez, et vous l'avez mesuré vous-même dans l'expérience de terrain que vous avez, que les entreprises qui sont devant les tribunaux de commerce ont 75% de chances d'être en liquidation. Donc nous préférons éviter le tribunal de commerce. Nous préférons faire les choses avant, dans la protection des intérêts de l'entreprise et de sa réputation. C'est pourquoi les commissaires de redressement productif ont beaucoup de travail. Ils s'occupent des 3,5 millions d'entreprises de moins de 400 salariés et au CIRI, on s'occupe des 3 500 entreprises de plus de 400 salariés. Voilà. Donc c'est une déconcentration de l'action, mais vous êtes invités à évidemment participer à ce travail. C'est un travail de mobilisation de toute la société. Monsieur Vergoz parle de l'industrie maritime, évidemment en lien avec nos outre-mer. Je lui répondrai déjà que M. Lurel va me proposer pour les départements et territoires d'outre-mer l'équivalent de commissaire au redressement productif et que la question de l'industrie maritime est évidemment tout à fait fondamentale dans ces filières, dans ces lieux d'investissement et que autant dans les Antilles que dans l'océan Indien, nous sommes évidemment attachés à développer toutes les potentialités qui peuvent être utiles à nos compatriotes, quel que soit le lieu où ils vivent. Monsieur Dubois évoque la nécessité d'un Grenelle de l'industrie. Ce Grenelle existe et la Conférence nationale de l'industrie que le Premier ministre vient de amplifier sous forme de Conseil national de l'industrie, c'est-à-dire qu'il va conseiller le gouvernement. Dans ce lieu, nous y associons désormais les régions, les partenaires sociaux, et il est structuré selon les filières. De nouvelles filières, d'ailleurs, seront invitées à se créer et à faire des propositions et qui seront dans le débat public, soit les réglementaires, soit législatifs, soit dans le débat des pratiques politiques gouvernementales. Donc ce lieu existe et il est amené à s'amplifier. Vous posez la question de la TVA sociale. La TVA sociale a fait l'objet d'une décision politique. Nous n'en sommes pas aux solutions, nous en sommes maintenant au diagnostic. Le diagnostic, il faudra qu'on ait cette discussion, il faudra d'ailleurs l'équilibrer, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ensuite, avant de passer aux solutions. Et dans les solutions, chacun apportera sa contribution ou la pierre au débat public. Vous indiquez quelle est la position du gouvernement sur le gaz de schiste. Il y aura un débat sur l'énergie et qui impliquera la nation tout entière à la rentrée. Donc nous aurons l'occasion, je crois que les parlementaires et les deux chambres seront associés à ce débat, l'occasion d'exprimer les positions des uns et des autres sur le gaz de schiste. Monsieur Jacqui Pierre évoque les problèmes de la sous-traitance dans la vallée de la Haute-Moselle et notamment TRW. J'ai répondu à monsieur Francis Vanson tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui me questionnait aux questions au gouvernement
que nous souhaitions entrer en contact avec les propriétaires du groupe américain TRW afin de trouver les conditions d'une poursuite, d'une industrialisation prolongée du site, avec eux ou sans eux. Monsieur Vaugrenard m'interroge sur les constructions navales et notamment les projets de la SNCM. Nous sommes parfaitement sensibilisés à ce dossier qui suit son cours. Je n'en dirai pas davantage publiquement. Vous m'interrogez sur les règles de déconcentration de la BPI. Nous souhaitons mettre sur les territoires des possibilités de décision et d'engagement, donc un haut niveau de déconcentration associé à des institutions décentralisées. Enfin, M. Claude Dillin évoque Aulnay et son avenir. Je crois que nous souhaitons, quoi qu'il arrive, et c'est l'engagement de Peugeot, maintenir le caractère et l'activité industrielle dans ce site. Tout est à imaginer, mais pour l'instant, nous n'en sommes, comme je le disais à vos collègues tout à l'heure, de Seine-Saint-Denis, nous n'en sommes pas là. M. Retailleau a posé le problème du prix plus élevé pour les consommateurs. Aucune décision n'est prise. Nous consultons les associations de consommateurs, nous réfléchissons avec les opérateurs. Nous sommes d'abord dans l'urgence, demander le retrait des plans sociaux aux deux grands opérateurs, SFR et Bouygues. Et ensuite, nous chercherons à faire évoluer l'équilibre du modèle économique qui a été constitué dans les dernières années, qui a été fortement impacté, déstabilisé par l'arrivée de Free, qui a inventé un nouveau segment de marché, de nouvelles pratiques sociétales avec le téléphone, et donc un nouveau modèle économique. À nous de le régler. Il est inacceptable que dans un secteur où il n'y a pas de concurrence mondiale, c'est un secteur qui est protégé, qui utilise comme fonds de commerce un bien public qui s'appelle le domaine public hertzien, dont les règles du jeu ne dépendent que des pouvoirs publics. C'est le réglage de l'ARCEP et du gouvernement. Accessoirement l'Union européenne, mais enfin ça reste quand même plutôt du ressort du gouvernement, que nous ayons des plans sociaux dans ce secteur. C'est à nous de trouver l'équilibre et de le régler au mieux de l'intérêt national et de l'emploi. Monsieur le Président, je suis désolé de ne pas avoir pu entrer davantage dans le détail sur les questions importantes que vous m'avez posées, mais je pense, j'ai l'intuition que nous allons nous revoir. Non, c'est même pas une intuition, c'est une certitude, là. Une probabilité très forte. Vous ne m'avez toujours pas donné la date de calendrier sur le projet. Le plus tôt sera le mieux, Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Bien, mes chers collègues, je pense qu'on peut remercier le ministre d'avoir répondu avec autant de patience à autant de questions. Vous voyez qu'on peut arriver en respectant une règle de 2 minutes, 3 minutes, même si certaines débordent. Je pense à Valérie, forcément. J'ai dit Valérie, pourquoi tu... Il y en a qui se sentent visés, mais alors... Et je pense que ça permet à plus de collègues d'arriver à poser leurs questions. C'est peut-être frustrant pour certains, mais ceci, ça permet en tous les cas une expression très diverse. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et soyez sûr qu'à la rentrée,